Bonjour à tous et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Alors, un merci spécial à Dose Juice qui me permettent d'offrir une dose de bien-être à mes invités pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai le bonheur de recevoir Émilie Saint-Martin, nutritionniste et également blogueuse sur Instagram. Oui, j'ai tout récemment créé une page Instagram pour ça. Oui, super. Donc, l'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Le défilé des nutritionnistes diététistes ». Donc, première question. Dans tes propres mots, qu'est-ce qu'une diététiste nutritionniste et la différence entre ces deux titres? Oui, mais dans le fond, une nutritionniste, là, c'est vraiment l'expert en nutrition dans le domaine de la santé, donc l'expert en nutrition, en alimentation. Au Québec, diététiste et nutritionniste, ce sont des synonymes. Ah, OK, parfait. Donc, en fait, les diététistes, nutritionnistes peuvent choisir le terme qu'ils préfèrent. Ça, c'est par rapport à l'ordre. Donc, en fait, il faut faire attention où est-ce qu'on se trouve dans le monde ou même juste où est-ce qu'on se trouve au Canada, là. Parce qu'au Québec, c'est ça, diététiste et nutritionniste, ce sont deux termes réservés aux membres de l'ordre professionnel. Mais si on va juste, par exemple, en Ontario, à côté d'ici, il y a juste le terme diététiste qui est reconnu. Donc, quelqu'un pourrait dire qu'il est nutritionniste sans avoir aucune formation, là. Fait qu'il faut faire attention à ça quand on se promène. Mais au Québec, c'est ça, diététiste et nutritionniste, ce sont des synonymes. Parfait. Et des titres réservés? Des titres réservés, oui. Très pertinent. Aux membres de l'ordre. Excellent. Donc, selon le site québec.ca, voici la description du travail. Ces personnes sont expertes de l'alimentation et de la nutrition. Elles évaluent l'état nutritionnel d'une personne et mettent en œuvre une intervention pour adapter son alimentation en fonction des besoins. Elles planifient, mettent en œuvre et supervisent des programmes de nutrition pour les populations. Elles travaillent à leur compte, à titre de consultante, au privé ou pour des centres hospitaliers, des agences de soins de santé à domicile, établissements de soins de longue durée, centres de santé communautaires, industrie de l'alimentation, industrie pharmaceutique, universités et des chaires de recherche, organismes gouvernementaux, sportifs, et à but non lucratif. Il y en a d'autres. Il y a énormément de commission scolaire, association médicale. Que ça fait pas mal le tour, je pense. Oui, ouais. C'est très varié. Donc, ça vient de québec.ca. Merci. Qu'est-ce qui t'a mené maintenant à faire ce choix de carrière? Ben, moi, dans le fond, quand j'étais au secondaire, je savais que je voulais travailler en santé. Donc, si on m'avait parlé au secondaire, là, j'aurais dit que je voulais devenir médecin. Parce que dans ma tête, au secondaire, en santé, il y avait médecin puis soins infirmiers. Il y avait comme pas d'autre chose, alors qu'il y a tellement de professions intéressantes en santé. Tu vois, autre que ça. Ça, c'est le but de mon podcast, justement. Toutes les faire découvrir, tous les jobs, métiers, professions au Québec, on va les découvrir ensemble. Il faut, là. Donc, c'est ça. Alors, je suis allée aux portes ouvertes, dans le fond, de l'université. Qui est très bien. Je me suis vraiment dirigée dans le domaine de la santé, là, et il y avait toute une section. Puis en faisant le tour, là, c'est là que je discutais avec différents étudiants. Puis à chaque fois, ça me rejoignait pas beaucoup, mais en allant au kiosque de nutrition, là, je me suis vraiment sentie interpellée là, quand je parlais avec les filles qui étaient là. C'était super intéressant. Puis c'est là que j'ai décidé que dans le fond, j'allais essayer de me lancer là-dedans. Là. En revenant de là, j'ai fait plus de recherches sur justement où est-ce que ça pouvait travailler, une nutritionniste, qu'est-ce que ça faisait, parce que honnêtement, je savais même pas que ça existait à ce moment-là, une nutritionniste. Fait que vraiment, j'ai découvert ça aux portes ouvertes. Je me suis lancée là-dedans, puis c'est vraiment un métier que j'adore là, aujourd'hui. Génial. Non, c'est c'est parfait. C'est une très belle façon d'aller explorer les carrières, là, à ce moment-là, les portes ouvertes. Là. Je recommande. Avec les étudiants, là, c'est vraiment quelque chose qui donne une bonne vision des choses. Excellent. Donc, quel a été ton parcours académique? Oui. À partir du cégep. À partir du cégep. Donc, dans le fond, j'ai fait mon cégep en sciences de la nature. Okay. Étant donné que c'est ça, je voulais aller en santé et tout. Oui. Par la suite, c'est un baccalauréat, dans le fond, en nutrition, donc à l'université. C'est un baccalauréat de 3 ans et demi, qui est assez condensé, je dirais. Là, fait que même en termes d'heures, là, ça se rapproche peut-être un peu plus du 4 ans, mais c'est sur 3 ans et demi. Ah, OK. Ça inclut 40 semaines de stage à temps plein ici. Donc, on fait des stages dans différents milieux, là, comme tu l'as dit au début, il y a énormément de milieux dans lesquels du choix, une nutritionniste peut travailler. Ouais. Donc, on fait des stages un peu partout. Ça nous permet de voir aussi les différents milieux dans lesquels on peut travailler. Excellent. Maintenant, toujours selon le site québec.ca,
Cette discipline est offerte à l'Université de Montréal, à l'Université Laval et à l'Université McGill. Aussi requis, adhésion à l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, ODNQ, pour porter les titres, comme on expliquait au début. Donc, les titres en question sont de diététiste, diététiste nutritionniste, diététicien, diététicienne et nutritionniste. Aussi, il faut avoir le permis d'exercice en règle, en fait. Oui, c'est ça, pour pouvoir exercer en tant que nutritionniste. Là. C'est ça. Puis, parfois demander également permis de conduire de classe 5. C'est dans le but d'exercer à domicile. C'est bien ça? Quand des nutritionnistes vont avoir à faire du soin à domicile, en fait, dans certains postes, là, excellent. Il faut avoir un véhicule. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail dans ton domaine à la sortie de tes études? En fait, vraiment pas. Non? Hey. Donc, j'explique, ouais, c'est une bonne chose. Quand j'étais à l'université, là, on disait que c'était assez compliqué, là, que les postes étaient en demande, il n'y avait pas beaucoup de postes, souvent il fallait être sur des listes de rappel pendant plusieurs années avant d'avoir un poste, mais là, récemment, depuis que j'ai gradué, en fait, moi, il y a vraiment plus de débouchés, là, surtout au niveau gouvernemental, en fait, là, les postes, quand on pense dans les hôpitaux, dans les CLSC, puis tout ça, il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent. Donc, ça va vraiment plus vite là, pour avoir un poste puis avoir un emploi stable. Donc, non, ça a été assez facile. Moi, je me suis dirigée justement directement dans un hôpital, donc dans les Laurentides. Puis, j'ai eu un poste assez rapidement. Là, en dedans de 2 ans, j'ai fait du remplacement un petit peu par-ci par-là, puis j'avais un poste. Ah, c'est super. Oui, puis, est-ce que c'était ton premier choix, le domaine hospitalier? Oui, moi, vraiment, là, en faisant les stages, c'est ça que je me suis rendu compte aussi, là, c'est que ce que j'aimais beaucoup, c'est la clientèle en hôpital, là, tout ce qui est hospitalier, tout ce qui est en CLSC, tout ce qui est plus médical, dans le fond, là. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Là. OK, parfait. Quelles sont les principales tâches d'une diététiste nutritionniste? Oui, dans le fond, il y en a deux tâches principales. Oui. Donc, il y a l'évaluation nutritionnelle et le suivi nutritionnel, si on sépare ça en deux. Ce sont aussi 2 activités qui sont réservées aux nutritionnistes dans l'équipe médicale. Okay. Donc, dans tous les professionnels de la santé, là, l'évaluation et le suivi nutritionnel est réservé aux nutritionnistes. Donc, quand on parle d'évaluation nutritionnelle, c'est vraiment, là, selon le patient, qui est le patient, mais d'évaluer l'état de santé, d'évaluer l'alimentation actuelle, de regarder c'est quoi les objectifs du patient ou du client, de regarder aussi au niveau médical, qu'est-ce qui pourrait lui être proposé pour améliorer son état de santé. Puis après ça, on regarde, c'est ça, avec le patient ou le client, là, où est-ce qu'on se dirige, on fait des recommandations, puis tout ça, puis on met en place un plan de traitement. Et le suivi nutritionnel, ben ça va être dans nos rencontres par la suite, en fait. Donc, de faire le suivi de qu'est-ce qui a été amélioré, où est-ce qu'on se situe au fur et à mesure dans le processus, d'accompagner la personne là-dedans aussi, de faire des ajustements au plan de traitement, d'ajouter des objectifs et tout ça pour atteindre vraiment la qualité de vie puis l'objectif, dans le fond. Là. Excellent. Selon toi, quelles sont les qualités et les compétences importantes pour être diététiste nutritionniste? Ben, selon moi, il y en a probablement 2 là, qui sont très importantes. L'écoute et l'empathie. Donc, vraiment, l'écoute parce que l'alimentation, c'est pas quelque chose qu'on voit quand on regarde quelqu'un. Il faut questionner, il faut écouter, il faut aussi savoir c'est quoi qu'il y a autour de l'alimentation, quel style de vie, c'est quoi les habitudes de vie, tout ça pour pouvoir bien recommander, bien faire des recommandations à l'individu. Puis l'empathie parce que la nutrition, c'est vraiment très, très proche des émotions aussi. Oui, on mange pour se nourrir, mais on mange aussi parce que c'est quelque chose d'émotif, c'est quelque chose de collectif. On peut manger parce que c'est une soirée entre amis, on peut manger parce qu'on a envie d'un aliment, parce qu'on aime un aliment. Fait c'est pas mathématique, la nutrition. Là. Oui, dans certains cas, ça peut l'être, mais en général, ce qui fait que le plan nutritionnel va fonctionner aussi, c'est de tout mettre ça ensemble, puis d'offrir vraiment un plan adapté à la personne. Donc, l'écoute, l'empathie, c'est vraiment 2 choses qui sont assez importantes, je pense. Parfait. Maintenant, comment se déroule une journée type? Ouais, ben là, je vais parler d'une journée que je fais actuellement, là, si on veut. Donc, moi, j'ai peut-être un emploi un peu atypique en ce moment. Okay. Donc, j'ai commencé à faire un peu de pratique privée que j'effectue en visioconférence, en fait. J'ai pas de bureau de pratique, donc par
les technologies là, Mais qu'on a. Donc, en visioconférence. Alors, dans ma journée typique, là, ça pourrait être justement là, de prendre les nouvelles requêtes, là, les nouvelles demandes de consultation, de contacter les gens pour savoir pourquoi ils veulent une rencontre en nutrition. Ensuite de ça, bon, de planifier dans mon horaire. Quand j'ai une rencontre, ben là, de me préparer à cette rencontre-là. Donc, selon c'est quoi la raison de consultation, d'aller chercher peut-être l'information qui pourrait me manquer, de préparer un peu de quoi je pourrais parler potentiellement dans cette rencontre-là et tout. Suite aux rencontres, il faut faire des notes au dossier. Donc, de tout écrire, toutes les informations qu'on va avoir récoltées de la personne, toute notre analyse nutritionnelle aussi, notre analyse scientifique, notre plan de traitement, nos recommandations, ce qu'on veut parler à la prochaine rencontre. Donc, tout ça, ça doit être écrit, ça doit être documenté. C'est les notes évolutives, c'est en ça, fait. C'est ça. Exactement. Donc, c'est ça, donc, de faire ça. J'ai aussi une page Instagram, là, comme on disait que j'ai commencé. Donc, des fois, ça va être aussi de créer des publications, de faire du contenu pour la page Instagram. C'est de plus en plus populaire, cette façon exactement. de faire. Là, fait que ça attire l'œil, là, vraiment. Oui, fait que c'est une partie qui rejoint un peu plus le milieu de la communication en nutrition. Oui, exact. Donc, de vérifier mes sources, d'être sûr que ce que je vais partager sur ma page, c'est vraiment basé sur des données probantes, puis des articles scientifiques et tout ça. Fait que de faire de la recherche à ce niveau-là, de créer des publications. Puis que ce soit à jour aussi. Que ce soit à jour, oui, parce que la nutrition, c'est vraiment quelque chose aussi qui évolue. Il y a des recherches constamment sur plein de choses, puis il faut se tenir au courant, il faut se tenir à jour, parce que les recommandations peuvent changer très vite, puis il faut toujours donner les bonnes informations. Voilà. Parfait. Maintenant, avec qui travailles-tu au quotidien? Oui, ben, une nutritionniste, ça travaille avec énormément de gens. Premièrement, ça peut travailler avec d'autres nutritionnistes pour s'entraider, parce que il y a tellement une grande clientèle, on va en parler tantôt, mais avec qui on peut travailler, en fait, là, c'est tellement vague que parfois on peut avoir un cas, tu sais, qu'on est moins habitué, fait que de travailler avec ses collègues, on a des réseaux aussi là pour s'entraider, de demander des fois de l'aide puis tout ça. Après ça, ben, c'est sûr qu'on travaille avec le patient. Oui. Je dis avec parce qu'on travaille vraiment avec le patient en nutrition. Là, tu sais, on a vraiment le patient à cœur, puis il faut, comme je disais, aller autour de sa réalité. Oui. Il faut que le patient travaille avec nous, que nous, on travaille avec lui pour vraiment avoir un plan de traitement qui fonctionne. Ensuite, il y a tous les autres professionnels de la santé. Donc, ça peut être autant des médecins, des infirmières, des préposés, si on est dans un hôpital, qui peuvent nous aider énormément. Après ça, il y a les autres professionnels comme des orthophonistes, des ergothérapeutes, des inhalothérapeutes avec qui on travaille. Puis, il y a aussi les techniciennes en diététique. Oui. Qui sont différentes des nutritionnistes là, dans leur rôle, mais surtout en soins, en hôpital, je veux dire. Dans les hôpitaux, c'est eux qui vont vraiment s'assurer de la mise en place des traitements qu'on a recommandés au niveau des diètes. Donc, ils vont aider les patients à faire leur choix de menu, puis tout ça en conséquence de ce qu'ils peuvent manger, selon leurs conditions à l'hôpital et tout. Fait qu'avec eux aussi, il y a vraiment beaucoup de travail qui se fait, là. Parfait. Est-ce que vous avez besoin des techniciens continuellement ou vous pouvez faire le travail sans eux en milieu hospitalier? En milieu hospitalier, non. C'est vraiment dans le sens que nous, on fait vraiment toute la partie de faire le plan avec le patient, de prendre les décisions de ce qui est adapté au patient. Puis une fois qu'on communique ça avec la technicienne, elle va pouvoir l'appliquer dans la réalité, là, aux repas qui vont être servis aux patients. Fait que c'est vraiment un travail conjoint. Sinon, il faudrait en plus qu'on fasse ça. OK. Fait que là, c'est comme de séparer les tâches un petit peu, là. Oui, exactement. Ça l'aide énormément, là, avec la charge de travail aussi. Ben oui, j'imagine. Bon, ça nous donne une idée, là. OK, oui. Parfait. Donc, quel est le type de clientèle lié à ton travail maintenant? Oui, ben, c'est énormément varié. En fait, tout le monde... Monsieur et madame tout le monde. Oui, tout le monde pourrait consulter une nutritionniste pour diverses raisons. Fait qu'il y a justement les gens, normaux, si on veut, là, comme monsieur, madame, tout le monde, qui pourraient consulter pour améliorer leur habitude de vie, parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils ont des intolérances, des symptômes digestifs ou peu importe, parce qu'ils veulent être végétaliens, parce qu'un type de régime les intéresse, mais ils se posent des questions. Donc ça, c'est vraiment comme le public général, si on veut. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est plus médical. Donc, tout ce qui est comme une condition médicale telle que le diabète, des problèmes rénaux, ça peut être pour des chirurgies au niveau du tube digestif, mais aussi au niveau haute, là. Idéalement, toutes les personnes qui ont une chirurgie assez importante, un suivi avant
à l'hôpital et après la chirurgie serait vraiment idéal là, pour optimiser vraiment le dénouement de tout ça, là, puis avoir le meilleur résultat possible. Par la suite, il y a tout ce qui est psychologique aussi. Fait que là, on peut penser à des troubles de comportement alimentaire, comme tout ce qui est anorexie, boulimie, orthorexie, il y en a énormément, mais aussi d'autres conditions psychologiques qui pourraient bénéficier là, d'une aide en nutrition parce que ça peut affecter, comme je disais, l'alimentation, les émotions, puis tout ça, c'est très relié. Ouais. Fait que parfois, des fois, il y a des problèmes au niveau nutritionnel qui vont s'ajouter. Donc ça peut être très bénéfique, là. Puis, c'est ça, tout ce qui est pathologique en hôpitaux. Puis finalement aussi, tout ce qui est dans les hôpitaux, les soins intensifs et tout ça. On n'y pense pas souvent, mais il y a un grand rôle des nutritionnistes là-dedans. Dans le sens que si un patient, par exemple, il est plus capable de s'alimenter pour une raison X, Y, ça peut être parce qu'il est dans le coma, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'il n'est pas apte à s'alimenter, mais là, c'est la nutritionniste qui va venir évaluer comment on peut l'alimenter. Donc, parfois, faut alimenter de manière artificielle, là, comme on dit. Fait qu'on peut soit utiliser le tube digestif, donc nourrir dans l'estomac ou les intestins directement, ou si on peut pas utiliser le tube digestif, on pourrait faire de la nutrition parentérale, donc c'est par les veines, en fait. Donc là, c'est la nutritionniste qui va vraiment venir faire les calculs sur les besoins de la personne, selon sa condition médicale, son poids, son âge, tout ça. Fait qu'on va vraiment calculer ça, trouver les solutions, beaucoup en collaboration avec les pharmaciens à ce moment-là, parce que ce sont des formules déjà prêtes en pharmacie, mais qu'on peut aussi venir bonifier ou modifier selon les besoins. Donc là, avec l'aide beaucoup des pharmaciens, on vient créer une formule adaptée, puis faire un plan d'alimentation pour ces personnes-là aussi. Fait que, bref, c'est très, très, très varié. Oui, exact. Puis ça, c'est juste au niveau, là, ce que j'ai dit, c'est au niveau que moi, je connais le plus, là, c'est le niveau de la nutrition clinique. Oui. Donc, avec des patients, des clients, mais il y a toutes les autres sphères là, qui peuvent être explorées aussi en nutrition, là, qu'on va parler un petit peu tantôt, que là, c'est des clientèles autres. Là. Oui, excellent. Ça nous donne une bonne idée en tout cas. Maintenant, quelles sont les différentes spécialités dans ton domaine? Oui, ben justement. Donc, la majorité des nutritionnistes, là, et j'avais sorti des petites statistiques sur le site de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, justement. Excellent. Ça disait que plus que 70% des nutritionnistes, en fait, actuellement au Québec, ils sont dans le domaine clinique. Donc, un peu comme je parle depuis le début, là, soit dans des hôpitaux, soit au privé, dans des CLSC, tout ça, là, avec des patients. Oui. Ensuite, il y a à peu près 18% là, qui sortaient, qui étaient en santé publique. Donc, santé publique, ça, c'est plus d'évaluer la nutrition au niveau d'une population, plutôt que de un individu à un individu. Oui. Donc, d'évaluer là, peut-être des besoins d'une population, faire des recommandations, des fois ça peut être avec le gouvernement, créer des outils pour les populations, comme par exemple un guide alimentaire canadien ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment au niveau nutrition, santé publique. Ensuite, il y a des nutritionnistes qui sont en enseignement ou en recherche, donc dans des laboratoires, ou qui enseignent soit à l'université ou au cégep, justement en technique en diététique. Ça peut être des nutritionnistes qui enseignent là. Ensuite, il y a des nutritionnistes qui sont en gestion, notamment en gestion de services alimentaires. Là. Ça va être, exemple, dans des hôpitaux, la cuisine, puis tout le service là, d'amener les plateaux aux patients et tout. Ce sont souvent des nutritionnistes qui sont gestionnaires de ça. Puis souvent, parce que techniquement, si je ne me trompe pas, ça doit être des nutritionnistes, mais parfois, il manque de nutritionnistes. Donc, des fois, il peut y avoir d'autres gens. Mais je comprends. En termes généraux, c'est des nutritionnistes. Ensuite, il y a des nutritionnistes qui œuvrent aussi en communication. Donc, un peu comme je disais, j'ai commencé à faire un petit peu plus au niveau de la communication récemment. Il y a des nutritionnistes dans différents médias. Là. Il y en a qui font des entrevues à la radio. Il y en a qui sont à la télé. Il y en a qui écrivent des choses dans les journaux, sur les réseaux sociaux aussi. Puis finalement, il y en a en agroalimentaire, et dans le milieu pharmaceutique. Donc, ça peut être soit des consultants, ça peut être des représentants, ça peut être des gens qui travaillent dans ces milieux-là aussi. OK, excellent. Beaucoup de choix. Oui, hein? Maintenant, on passe aux conditions de travail. Donc, au niveau des vacances, toi, ça ressemble à quoi? Ben moi, en travaillant au CIS, là, dans les hôpitaux, c'est sûr que c'est des excellentes conditions, selon moi, pour les nutritionnistes, dans le sens que c'est du lundi au vendredi. La majorité des postes là, que j'ai vus, là, c'est de jour, pas de fin de semaine, fait que c'est du 8h30, 4h30 à peu près, quelque chose comme ça, 8 à 4.
Les semaines de vacances, on commence à au moins 3 semaines de vacances par année. 3 semaines par année, parfait. Vous êtes syndiqué? On est syndiqué, c'est un échelon salarial, c'est des échelons salariales. Dans le Mhm. fond, donc, au fur et à mesure qu'on prend de l'ancienneté, on monte en salaire, on monte aussi en semaines de vacances, ça va jusqu'à 6 ou 8, là, je sais plus, là, rendu Ouais. très haut dans les échelons. Là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis c'est sûr que si on travaille plus à son compte ou pour une compagnie privée, ben là, ça va plus varier. Fait que là, c'est de magasiner Mm. les Exact. conditions, mais Ouais. c'est ça. Parfait. Maintenant, au niveau des lieux de travail, ça, on en avait parlé, mais pour toi, pour ta situation personnelle, c'est où que tu travailles exactement? Oui, ben là, à la base, c'est ça, j'avais un poste en hôpital. Oui. Donc, sur les étages ou dans des bureaux aussi qu'on appelle clinique externe. Mhm. Donc, par exemple, la clinique externe de santé rénale, où j'ai travaillé quand même longtemps. C'est comme un bureau là, qui fait partie de l'hôpital, mais les gens viennent à leur rendez-vous là, pour rencontrer la nutritionniste tout simplement à cet endroit-là. Puis sinon, actuellement, c'est ça, c'est de chez moi. Mhm. Ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Donc, de chez moi, je fais des rencontres en visioconférence. Là, Mhm. donc, c'est ça. Là, en ce moment, c'est de chez moi. Excellent. Puis, au niveau du rythme, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Oui, ben c'est quand même, selon le milieu, encore une fois, là, mais si on va, par exemple, en hôpital, il y a énormément de demandes de patients sur des listes d'attente, de patients qu'il faut voir, de requêtes de médecins pour voir un patient sur tel étage. Fait que la demande, elle est plus grande, en fait, que le nombre de nutritionnistes qui travaillent actuellement dans les différents centres de services. Là. Ouais. On attend, on veut qu'il y ait de plus en plus de postes de libres pour engager d'autres nutritionnistes. Mm-hmm. C'est un peu le problème partout en santé. Oui, en exactement. ce moment, là. La Il manque de tout. De main-d'œuvre, oui, exactement. Oui. Fait que, non, c'est ça. Avec le rythme, c'est sûr que si on veut plaire à tout le monde, si on veut voir tout le monde, ben, on n'y arrive pas. Là, c'est très, très demandant. Il faut apprendre à mettre ses priorités aussi. Puis il y a des ordres de priorités qui sont déjà préétablis là, par les différents centres de services. Il faut suivre ça. Puis ça se peut qu'on puisse pas voir tout le monde dans la journée. Ben, c'est la réalité. Il faut le faire. Là, mais on essaye le plus possible de voir le plus de gens. Fait que c'est certain que le rythme est assez rapide. Oui. Parfait. Vous faites qu'est-ce que vous pouvez, C'est ça, exactement. Ça marche. Maintenant, au niveau des revenus, ça ressemble à quoi? Oui, ben c'est ça, c'est par l'échelon salarial. OK. Fait que là, en ce moment, ça commence autour de 25 là, si je ne me trompe pas de l'heure. Ça monte jusqu'à 55, quelque chose comme ça. Là. Ah oui? OK, parfait. Parce que moi, j'ai les statistiques. Oui, c'est ça, les statistiques. Selon le site. C'est bon. Donc, selon le site québec.ca, le salaire horaire est de 25 et 71 de l'heure. Et ça peut aller jusqu'à 50 de l'heure. Donc, toi, tu as parlé de 55. Oui, c'est ça. Donc, on est en processus là, pour l'équité salariale. Oui. Parce que là, nos échelons étaient plus bas que ce qui est reconnu par l'ordre de tous les services qu'on peut offrir et tout. Fait qu'on est en train de se réajuster. Fait que ça se peut qu'il y ait encore des meilleurs ajustements là à venir. Oui, super. Puis le salaire annuel est de 61 000 par année. Ensuite de ça, concernant les perspectives d'emploi, on en a un peu parlé, mais je le confirme avec Québec.ca, ça dit qu'elles sont excellentes. Il y a de la place. C'est bon. Donc maintenant, y a-t-il un code vestimentaire, une tenue professionnelle à avoir? Ben, c'est ça. Tu le dis un peu, là. Dans le fond, c'est de porter une tenue professionnelle. En tant que tel, il n'y a pas de code vestimentaire obligatoire. Là. C'est sûr qu'on y va avec quelque chose qui est professionnel. Donc, pas de sarrau, mettons, au milieu non, c'est ça. Ben, en général, non. C'est sûr que là, depuis qu'il y a eu le COVID, ça a un petit peu changé. Ouais. On devait porter les scrubs, là, les uniformes comme les infirmières, les préposés, on est habitué de les voir là-dedans. Là. Fait que, avec la pandémie, on a dû mettre ça. Là. Je ne suis pas retournée dans un hôpital depuis un petit bout. Fait que je ne sais pas si c'est revenu, mais habituellement, on est habillé professionnel. Ce qui nous différencie aussi, ça permettait aux patients d'un peu plus savoir à qui ils parlaient aussi. Là, si c'est l'infirmière, un préposé, un médecin, un nutritionniste, c'était un peu plus clair. Des fois aussi, si on travaille dans un centre de services alimentaires, là, par exemple, quand j'ai nommé gestion de services alimentaires tantôt, ben là, il faudrait mettre, souvent c'est un sarrau qui est ajouté, puis filet pour des raisons d'hygiène, là, puis de salubrité. Là. C'est sûr que si on est dans une cuisine, ben là, on a un uniforme à porter. Là. Ouais.
Mais au niveau de la clinique en nutrition, habituellement, donc c'est ça, c'est habillé professionnel. C'est pas de jeans troués puis pas de chandail moderne. Parfait, ça marche. Ensuite de ça, quels sont tes outils de travail? Oui. Ben, en général, c'est ça. Ce qu'on utilise le plus, bon, c'est sûr, le matériel pour faire nos notes, là, fait que soit ça peut être informatisé. De plus en plus, ça s'en vient informatisé partout, ce qui nous aide énormément là, dans la rédaction des notes et des suivis. Sinon, il y a certains endroits que ça va être manuscrit. Par la suite, ça va être plus des outils là, pour nous aider dans notre analyse nutritionnelle ou pour nous aider dans notre enseignement aux patients. Fait que, de remettre un outil là, visuel, une liste, un graphique, une image, des choses comme ça. Fait qu'on se montre beaucoup de documentation. Chaque personne, là, par rapport à notre clientèle, qu'est-ce qui est souvent demandé, puis tout ça. Donc, on se crée de la documentation pour ça. Puis sinon, les outils pour nous aider dans notre évaluation nutritionnelle, ça peut être des chartes pour évaluer la malnutrition, ça peut être des formules pour calculer les besoins selon les différentes conditions puis les différents états de santé. C'est plus des outils comme ça. Là. OK, excellent. Quelles sont les activités autorisées par les diététistes nutritionnistes? Donc, depuis 2018, en fait, nous avons plusieurs activités là, qui nous ont été autorisées. Pour pouvoir les faire, par contre, là, juste une petite parenthèse, il faut faire des formations supplémentaires suite au bac. Donc, on fait notre bac, puis après ça, pour aller chercher ces activités-là, on a juste à faire des formations sur le site là, de l'ordre, justement. Donc, là-dedans, on a le retrait du tube d'alimentation. Ça se fait quand on alimente quelqu'un de manière artificielle, comme je parlais tantôt. Là. Il y a un tube, des fois, qui est mis là, par la bouche qui se rend à l'estomac ou plus loin, selon le cas. Donc, pour pouvoir, quand on n'en a plus besoin, le retirer nous-mêmes, plutôt que de demander de faire une note, de demander à l'infirmière de retirer, qui va le faire demander au médecin. Ça l'évite beaucoup de délais. Voilà. Et ensuite, d'administrer des médicaments par la voie parentérale ou entérale. Donc, ça, c'est par les veines en même temps que notre alimentation qui serait par les veines ou, encore une fois, par le tube que je viens de parler. De prescrire, ça, c'est mon préféré, qui nous aide énormément, de prescrire des formules nutritives, des micro- et des macronutriments, puis des analyses de laboratoire. Donc, si on a besoin d'une prise de sang, si on veut prescrire de la vitamine D ou n'importe quoi à un patient, on peut le faire nous-mêmes. Puis, d'ajuster aussi les médicaments, l'insuline, en fait, pour le diabète. Donc, quand on a un patient diabétique devant nous, d'ajuster ses doses d'insuline, là, par rapport à son alimentation, puis tout ça, on peut le faire nous-mêmes. On n'a plus besoin de passer par le médecin pour autoriser notre changement. Donc ça, c'est quelque chose qui facilite énormément puis qui allège la pratique, là, parce que c'était quand même plus demandant de devoir toujours passer par quelqu'un d'autre. Exactement. Ça faisait des délais pour le patient aussi, là, et c'était vraiment pas optimal. Donc, c'est très bénéfique maintenant. Oui, très bénéfique. Excellent! Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Ben, ce que j'aime le plus, je dirais que, ça va faire un peu cliché, mais d'aider les gens. Non, c'est pas cliché. Non, c'est ça. C'est dans la T'aimes santé, la relation d'aide. Exactement. C'est un très bon point. Fait que d'aider les gens, puis en nutrition, ce qui est le fun, c'est que, justement, on discute énormément avec la personne. On se rapproche de sa réalité et tout. Fait que les changements, quand il y a un vrai changement qui est apporté, c'est quelque chose qui est soutenable sur le long terme. On voit vraiment, là, dans plusieurs cas, là, des vraies améliorations. Là. La personne, sur sa qualité de vie, ce que ça peut changer. Des fois, là, c'est incroyable. Là, fait que de voir la personne, comment elle peut devenir mieux, ça la rend heureuse, elle nous remercie. On est vraiment dans un beau milieu. Là, fait que c'est quelque chose qui est vraiment... que j'aime beaucoup, en fait. Oui, super. Puis maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, je dirais, il y a une grande partie de ne pas pouvoir répondre à la demande, parfois. Là. Ouais. Comme je disais, on le sait, des fois, il y a tel patient, il faudrait le voir, ou on a une requête, c'est urgent, mais c'est pas le seul qui est urgent, fait qu'on peut pas se séparer en 4 non plus. Fait que de devoir prioriser, des fois, c'est pas facile. Fait que ça, c'est quelque chose qui est plutôt difficile. Puis sinon, c'est sûr que des fois, il y a beaucoup de paperasse à faire un peu. Oui. C'est quand justement, si on voit plein de patients dans la journée, puis qu'on y va vite, puis on veut passer au prochain, on veut tous les aider, mais à la fin de la journée, il faut que notre paperasse soit remplie pour chacun de ces patients-là. Il faut que nos notes soient faites, nos recommandations, il faut que tout soit écrit. Oui. Donc, ça prend beaucoup de temps là, aussi. Oui. Ça, c'est un petit peu le côté là, que
que t'aimes le moins. moins. Ouais. Parfait. Maintenant, au niveau des contraintes, des inconvénients, donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire lié à ta profession, en fait? Mais je dirais que une des plus grandes contraintes en nutrition, c'est les idées préconçues des gens. Ah! Comment, tu sais, les gens, tu dis, je suis nutritionniste, tout de suite, ils sont là, regarde pas qu'est-ce que je mange. Comme si, mettons, je dis ça au resto. C'est comme, OK. Je regardais pas les gens se sont jugés. Oui, c'est ça. Ça, ou pardon, mettons, le médecin va recommander d'aller voir un nutritionniste. Puis là, la personne, non, moi, je veux pas une diète. Non, on fait pas, c'est pas ça qu'on fait, là. T'es vraiment pas, là. Puis je comprends que c'est ça, l'idée, t'es première, si on veut, là. Ouais. Mais c'est tellement loin de ce qu'on fait. T'sais, moi, j'ai jamais recommandé un régime ou une diète. T'sais, on fait des recommandations, mais oui, mais c'est ciblé autour de, c'est ça, de la qualité de la personne, puis c'est pour l'aider selon sa condition. C'est pas, oui, regarde, j'ai une feuille déjà prête, là, d'un régime, sans telle affaire, fais-le. C'est pas ça du tout. Non, c'est ça, exact. On n'est pas dans la restriction, là. Donc, c'est une minime partie de ton travail, là, les régimes. C'est ça, là. Puis même là, tu sais, ce sera pas un régime, c'est ça, déjà fait, là. C'est tout le temps des recommandations. Oui, des fois, on va recommander de manger plus de ça, manger moins de ça, mais c'est jamais, ou c'est rarement mangeant plus, à part si t'es allergique, mettons. C'est ça que je veux dire, mangeant plus, là. Non, mais sinon, c'est ça, exact. C'est rarement noir ou blanc, la nutrition. C'est souvent dans la zone grise, ce qui fait que c'est super intéressant selon moi aussi, parce qu'il faut tout le temps vaguer là-dedans puis s'adapter. Mais les gens pensent souvent que c'est noir ou blanc. OK, parfait. Donc, les idées préconçues. Ensuite, quelles sont les valeurs que tu partages avec la profession? Je dirais l'envie d'apprendre, de se perfectionner, tout ça. Parce que, comme on disait un peu tantôt justement, en nutrition, la nutrition, en fait, c'est une science qui évolue. C'est quelque chose qui est en train il y a tout le temps des recherches qui se font là-dessus. Donc, il faut vraiment faire une formation continue. Il faut se tenir au courant. Il faut avoir la curiosité de le faire. Il faut... en fait, il faut, parce qu'avec l'ordre aussi, on a des heures de formation continue obligatoire là, à chaque 3 ans. Il faut remplir ça. Oui, c'est combien d'heures environ? Je pense que c'est 80 par 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc, qui sont accrédités. Là. Fait, faut que ce soit quelque chose d'officiel. Ouais. Donc, c'est ça. Alors, il faut avoir cette envie-là. Là. Je dirais que c'est quelque chose que je partage avec la profession. C'est quelque chose que j'aime bien. Sinon aussi, peut-être la collaboration. De collaborer avec d'autres personnes. Moi, je suis une personne qui aime bien travailler en équipe. Ouais. Donc, de collaborer avec des médecins, des orthophonistes, peu importe le reste de l'équipe médicale, là, c'est quelque chose que j'aime, puis quelque chose qui aide énormément la profession aussi. Oui, super. Maintenant, est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis auxquels tu as été confrontée? Oui. En fait, je dirais que c'est probablement à mon arrivée sur le marché du travail. Ah? En sortant de l'université, c'est ça, j'étais directement dans un hôpital régional. Ça, c'est un gros hôpital. Donc, et comme je l'ai dit tantôt, énormément de patients, énormément de cas, puis tout ça. Moi, j'arrive là avec plein de nutritionnistes qui sont super expérimentés. Ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont là. Ils sont habitués, ils envoient des patients par jour. Puis là, moi, je me mettais la pression d'en voir autant qu'eux, d'aller aussi vite, de connaître autant de choses. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Il faut que je prenne mon rythme. Il faut que je m'habitue. Oui. Puis ça, c'est super important, je pense, après l'avoir vécu. Là, mais ça a été un de mes très grands défis là, de me rendre compte qu'il fallait que je prenne mon rythme, que je fasse mes choses. Puis une fois que tu fais ça, après ça, t'accélères. Tu veux pas, une fois que tu as pris ton rythme, là, ça débloque. Là, mais quand tu essaies de prendre le rythme des autres, là, c'est beaucoup plus peux faire plus de gaz. Oui, effectivement, c'est ça. Ça a ses dangers, Fait que, non, c'est ça. Donc, c'était pas mal mon défi là, en rentrant sur le marché du travail. Parfait. Maintenant, un accomplissement dont tu es fière? Je dirais ma page Instagram. Oui? Pas ma page Instagram en tant que telle, là, je vais m'expliquer, mais de m'être lancée dans ce que moi j'aime. Oui, parce que j'aime énormément la clientèle, tout ce qui est hospitalisation médicale et tout ça. Mais j'avais fait mes stages à l'hôpital Sainte-Justine, moi. OK. Puis c'était tout ce qui était pédiatrique, suivi de femmes enceintes, bébés, enfants, que j'aimais vraiment énormément dès la base, là. En rentrant après ça en hôpital, c'est sûr que là, il y en avait pas. On travaillait pas sur ces étages-là, je travaillais pas là. C'est quelque chose qui me manquait
Puis là, je suis tombée en congé de maternité, en fait. Puis après ça, au lieu de retourner directement au CIS, là, je me lance à m'essayer à mon compte. Puis Ouais. Fait que ça t'a aidé, ta page Instagram, à te lancer à ton compte, oui, en c'est fait. ça. Ma page Instagram, en fait, de cibler, tu sais, dans mes publications Instagram puis tout ça, vraiment, mon sujet, tu sais, c'est en ce moment, c'est plus les bébés, là, vu que j'ai une petite fille, mais Ouais. c'est aussi, tu sais, tout ce qui est allaitement, tout ce qui est bébé, grossesse, puis tout ça, même les enfants, tu sais, le 0-5 ans, puis même jusqu'à 18 ans, je dirais, là, c'est quelque chose que j'aime énormément. Fait que c'est de ça que je parle sur ma page. Fait que là, en parlant, je recevais beaucoup de questions. On peut pas nécessairement répondre aux questions comme ça dans l'air sans savoir vraiment l'histoire au complet de la personne, Voilà. toutes ses conditions médicales puis tout ça. On peut pas faire des recommandations à monsieur, madame, tout le monde sans faire une évaluation nutritionnelle. Donc, d'où l'idée de me lancer après ça, en voyant la demande, là, de me lancer vraiment à faire des consultations. Excellent. C'est ça que j'ai fait. Puis à date, j'adore ça. Là, donc, vraiment, c'est vraiment mon plus grand accomplissement à date. Oh, c'est génial. Ben, bon succès là-dedans. Merci, c'est gentil. Maintenant, pour terminer, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient s'orienter vers ton domaine? Ouais, ben justement, de foncer, de le faire. Il y a de la place, là. La nutrition, c'est un domaine en croissance. On est de plus en plus reconnus, les nutritionnistes, là, comme vraiment les experts en nutrition, ce qu'on est, là. Mais de plus en plus, on dirait que le mot se passe, les gens se mettent à connaître un peu plus c'est quoi une nutritionniste, pas juste une madame qui dit de manger des légumes verts. Mais même toi, tu disais, non, c'est ça. Mais même toi, au début, tu disais que tu connaissais pas ça. C'était quoi? C'est ça, exactement. Tu l'as découvert aux portes ouvertes, donc, exactement. Il y en a plein d'autres qui sont comme toi, j'imagine. Oui, c'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça, ça devient de plus en plus connu. Il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent dans différents domaines, que ce soit pour une compagnie, au privé, au public. Et il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent. Puis, on peut aussi s'en faire nous-mêmes. C'est comme un peu, là, moi, je fais au privé, mais à mon compte, avec ma page et tout. On peut se créer un peu l'emploi qu'on veut là-dedans. Ouais. Selon la clientèle qu'on aime. Si on veut faire de tout, on peut faire de tout aussi dans un hôpital. Il y a de tout, là, vraiment. Là. Donc, mon conseil, ce serait de foncer puis de se créer son idée de ce qu'on veut faire pendant le parcours et d'y aller parce qu'il y a de la place en ce moment. C'est le bon moment pour faire ça, je pense. Excellent. Alors, pour terminer, on prend-tu un petit shot? Ah ouais. Tu l'as pas vu pendant l'enregistrement, fait que on prend un shot. Et puis, tu le prends? Ben oui, c'est recommandé comme ça. Moi, j'aime ça. J'ai de cidre de pomme. Parfait. Moi, c'est gingembre et curcuma. À la tienne. Ouh. Tu as vraiment pris one shot? Moi, je l'ai vraiment pris. Moi, non. C'est surette, mais c'est vraiment bon. Puis en ce moment, avec la période des grippes, là. Moi, mais je me sens bien. Génial. Ouh, génial. Merci, Beaujus. Alors maintenant, pour terminer, s'il y a des personnes qui veulent te rejoindre, soit pour avoir tes services ou encore te poser des questions sur ton domaine, comment on peut te rejoindre? C'est quoi ta page Instagram exactement? Oui, ma page Instagram, c'est Émilie la Nutri. Ça tient quand même bien. Oui. Sur Instagram, je crois que c'est emily.la.nutri. Excellent. Puis sinon, j'ai aussi mon adresse courriel là, qui est disponible à tous, c'est emily.la.nutri@commercialgmail.com. Fait que c'est ton petit nom sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, c'est mon petit nom que je me suis fait là, pour retenir facilement. Donc, si jamais vous avez des questions ou que vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Parfait. Merci beaucoup, Émilie. Ça a été vraiment intéressant. On en a appris davantage sur ta profession. Puis, s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, n'oubliez pas, elle est joignable sur Instagram. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.